À 400 km au-dessus de nos têtes, un objet de la taille d'un terrain de football fonce à 28 000 km/h. C'est la Station Spatiale Internationale, ISS. Elle flotte depuis plus de 25 ans et a coûté plus de 150 milliards de dollars, plus de 2 ou 3 milliards de budget annuel pour la maintenance. Pour certains, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la coopération humaine. Pour d'autres, c'est le projet de construction le plus cher de l'histoire de l'humanité. Pourquoi l'humanité s'obstine-t-elle à maintenir des humains en vie dans un environnement extrêmement dangereux? Et à quel prix? Depuis des milliers d'années, l'être humain lève les yeux vers les étoiles avec la même question. Sommes-nous condamnés à rester sur Terre? Une curiosité bien nourrie pendant des siècles. Aujourd'hui, à plus de 400 km au-dessus de nos têtes, des êtres humains vivent dans une structure artificielle flottant dans le vide spatial. Pour les uns, c'est un laboratoire. Pour les autres, c'est une frontière scientifique, peut-être même le premier pas vers une nouvelle civilisation. Mais pourquoi investir des centaines de milliards dans une machine suspendue dans l'espace alors que la Terre elle-même traverse des crises? Est-ce une folie technologique ou l'espoir de notre futur? Des rêves des premiers physiciens aux crises géopolitiques actuelles, découvrons les secrets, les coûts et la philosophie derrière les stations spatiales. Bienvenue sur Périmètre Dossier, où on décortique les histoires politiques et technologiques qui façonnent le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grands scandales du gouffre financier de l'histoire humaine, la Station Spatiale ISS. Pour comprendre pourquoi des ingénieurs ont fini par visser des boulons à 400 km d'altitude, il faut lever les yeux de la fiche technique et regarder l'histoire de l'esprit humain. La Station Spatiale n'est pas née d'un calcul budgétaire en 1970. Elle est le point d'aboutissement d'une obsession humaine vieille comme le monde. Le récit de l'ambition est transmis de génération en génération, ce qui nous a poussés à bâtir des îles dans le ciel depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme est homme, le ciel a toujours été le domaine des dieux, du sacré et de l'immortalité. Pour les générations passées, s'élever, c'est s'approcher du divin. Les mythes sur l'Égypte antique et d'autres civilisations confirment que les hommes avaient toujours un œil curieux sur le ciel et les hauteurs. Le mythe fondateur de la tour de Babel dans la Genèse est la première trace écrite de cette ambition. Les hommes de l'Antiquité voulaient bâtir une tour dont le sommet touche au ciel pour se faire un nom et ne pas être dispersés. La station spatiale est la lointaine descendante de Babel, à une seule différence, cette fois-ci, l'humanité a réussi à ne pas se diviser et à parler une même langue commune, qui est la langue de la science et mathématiques. L'observation des étoiles et l'alignement de Stonehenge aux pyramides de Gizeh, nos ancêtres ont toujours cherché à matérialiser un lien physique entre la Terre et le cosmos. L'ambition de départ était mystique. Comprendre les lois du ciel pour maîtriser le destin de la Terre. Depuis les siècles des Lumières et l'ère industrielle, le ciel devient un territoire. Avec la révolution scientifique, le ciel cesse d'être uniquement le royaume des dieux pour devenir un espace à conquérir. Les générations du XVIIIe et XIXe siècle développent une foi inébranlable dans le progrès technique, qui est la technocratie naissante. En 1869, l'écrivain américain Edward Everett Hale publie une nouvelle intitulée « La Lune de briques ». C'est la toute première fois qu'un être humain imagine une station spatiale habitée artificielle. L'ambition change de nature. On ne veut plus seulement regarder le ciel, on veut y habiter. C'est cette ambition ancienne, nourrie par les mythes, la philosophie, la science et parfois la guerre, qui a fini par pousser les générations modernes à fabriquer une station spatiale. Bien avant les fusées, les hommes imaginaient déjà le ciel comme un lieu à atteindre. Dans l'Antiquité puis à l'époque moderne, des auteurs et penseurs ont rêvé de voyages vers la Lune et au-delà. Et ces récits ont préparé l'imaginaire de la conquête spatiale. Autrement dit, la station spatiale n'est pas née seulement de la technique, elle est l'aboutissement d'un très long désir humain de s'élever. Chaque génération a ajouté une pierre au projet. Les savants ont d'abord posé les bases scientifiques, puis les ingénieurs ont transformé le rêve en calcul. Et enfin, les États ont financé les premières missions orbitales. La guerre froide a ensuite accéléré l'effort, car l'espace est devenu un terrain de compétition technologique entre puissances. La station spatiale est donc née d'un mélange d'utopie, de science, de rivalité et de prestige. L'esprit des pionniers de l'époque est marqué par les grandes découvertes maritimes. La station spatiale est alors théorisée comme les comptoirs coloniaux d'autrefois ou les phares en pleine mer, qu'on appellerait un abri pour les explorateurs de l'extrême. Les pères fondateurs de la physique, à la période de l'émancipation de la gravité, au début du XXe siècle, des physiciens visionnaires transforment le rêve en équation. C'est là que l'ambition devient un projet d'ingénierie. Les pères fondateurs de la physique, comme Konstantin Tsiolkovsky,
considéré comme le père de l'astronautique. Ce théoricien russe prononce au début des années 1900 une phrase qui va définir l'ambition spatiale pour les siècles à venir. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau. Pour lui, bâtir des stations orbitales qu'il appelait des serres cosmiques était une nécessité absolue pour que l'humanité survive à long terme, en colonisant le système solaire. Hermann Oberth, en 1923, ce physicien allemand décrit une station habitée en orbite. Son ambition est technocratique et pragmatique. Il imagine que cette station servira de base d'observation, de relais de communication et même de miroir géant pour éclairer les villes la nuit ou contrôler le climat. Lorsque la technologie des fusées devient enfin une réalité dans les années 1950 et 1960, l'ambition humaine se heurte à la géopolitique. Pour les technocrates américains et soviétiques, posséder une station spatiale, c'est posséder la forteresse ultime. C'est l'équivalent moderne du château fort médiéval qui dit que celui qui domine les hauteurs domine la plaine. Mais lorsque les premiers astronautes s'installent dans les stations, l'ambition purement militaire s'effondre devant une révélation philosophique. En regardant la Terre depuis leurs fenêtres, les générations passées d'astronautes ont ressenti ce qu'on appelle l'effet de surplomb. Ils n'ont pas vu des frontières à défendre, mais une oasis fragile perdue dans le vide. L'ambition qui a poussé l'humanité à fabriquer une station spatiale s'est transformée au fil des générations. D'abord l'ambition spirituelle pour toucher le ciel et s'approcher des dieux, puis scientifique pour échapper aux limites physiques, et enfin politique pour créer un avant-poste de l'humanité afin d'assurer un avenir radieux au-delà de notre propre planète. Qu'est-ce qu'une station spatiale ? Une station spatiale est définie comme un véhicule spatial conçu pour rester en orbite prolongée, capable d'accueillir un équipage humain pour de longues périodes. Contrairement à une fusée, elle ne revient pas sur Terre. La station spatiale répond à un besoin ancien qui est de vivre plus longtemps dans l'espace pour observer, tester, apprendre et préparer l'avenir. Les générations précédentes ont compris qu'il ne suffisait pas d'aller dans l'espace quelques heures. Il fallait créer un lieu stable pour étudier le corps humain, les matériaux, la Terre et les missions futures. La station est devenue une sorte de pont entre le rêve et la colonisation possible de l'espace. La pensée des technocrates et physiciens comme Werner von Braun, ingénieur et technocrate, la voyait dès les années 1950 comme une roue orbitale, un port d'attache indispensable pour ravitailler les navettes avant d'aller sur Mars. Gerard O'Neill, physicien à Princeton, a poussé le concept plus loin avec les cylindres d'O'Neill. Pour lui, la station spatiale n'est pas juste un laboratoire, c'est l'embryon des futures colonies humaines indépendantes de la Terre. Du rêve humain à la ferraille orbitale. Les débuts soviétiques en pleine guerre froide, l'URSS gagne la course des stations avec Salyut 1 en 1971, puis la mythique station Mir en 1986. Mir a prouvé que l'homme pouvait vivre plus d'1 an dans l'espace. Par exemple, le record de Valéry Polyakov est de 437 jours. Le projet Skylab de 1973, une station immense fabriquée à partir d'un étage de fusée Saturne V réutilisé. En 1998, la fin de la guerre froide permet la naissance de l'ISS. L'apogée de la coopération unissant les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Mais pourquoi construire là-haut ? Pour approfondir, nous avons besoin de faire irruption dans la notion du physique de l'extrême. La physique de l'extrême désigne l'étude des phénomènes physiques quand on pousse les conditions à leurs limites. L'objectif est de comprendre comment la matière se comporte quand elle est soumise à des situations rares ou très intenses. C'est souvent dans ces conditions limites que la physique révèle les lois les plus profondes de la nature. La physique de l'extrême sert à tester les théories, découvrir de nouveaux états de la matière et développer des technologies avancées. Elle aide aussi à mieux comprendre l'univers, car beaucoup de ces environnements naturels sont eux-mêmes extrêmes. C'est la physique des limites, là où la matière, l'énergie et le vide se comportent de façon exceptionnelle. La cause principale est l'obtention de la microgravité. Sur Terre, la gravité masque de nombreux phénomènes physiques et biologiques. La pensée scientifique du physicien Stephen Hawking répétait souvent que l'humanité n'a pas d'avenir si elle ne colonise pas l'espace, car la Terre est vulnérable aux catastrophes. La station spatiale en a été la première étape obligatoire de cette citation. Les crises, pannes, tensions et géopolitique. Contrairement aux idées reçues sur l'évolution, l'espace n'est pas un long fleuve tranquille. La loi de la gravité, appliquée à l'espace, dit essentiellement que toute masse attire toute autre masse,
et que cette attraction organise le mouvement des corps célestes et la structure de l'univers. Cette idée simple a des conséquences profondes pour tout ce qui vit ou voyage dans l'espace, les trajectoires orbitales, marées, stabilité des satellites et même la courbure de l'espace-temps lorsqu'on prend en compte la relativité. La loi de Newton est extrêmement utile et précise pour la plupart des usages, mais elle devient incomplète près d'objets très massifs ou pour des précisions extrêmes. La relativité générale d'Einstein remplace Newton en disant que la masse, énergie, courbe l'espace-temps, et cette courbure dicte les trajectoires. Lancer des objets en orbite demande de vaincre une gravité locale en coût énergétique élevé. Atterrir et décoller exige de gérer son puits gravitationnel en combustible. La santé des astronautes est affectée par l'absence de gravité et par le retour dans un champ gravitationnel plus fort, ce qui demande une réadaptation. L'espace modifie le corps humain en profondeur, surtout à cause de la microgravité, des radiations, du confinement et de l'isolement. Sur des missions longues, ces effets peuvent toucher les os, les muscles, la vision, le cœur, le sommeil et même l'équilibre mental. En apesanteur, les os ne supportent plus le poids du corps, ce qui fait perdre de la densité plus vite que sur Terre. Les muscles s'affaiblissent faute d'une sollicitation, ce qui entraîne une baisse de force et d'endurance. C'est l'une des raisons pour lesquelles les astronautes font beaucoup d'exercices à bord. Certains subissent des troubles de la vision, liés notamment à la redistribution des fluides et à des changements de pression autour du cerveau et des yeux. La perception de l'orientation peut aussi être perturbée, surtout au début des missions spatiales. Le confinement, l'éloignement de la Terre et l'absence de rythme naturel jour-nuit perturbent le sommeil et la santé mentale. Le stress, la monotonie et la vie en petits groupes ajoutent une difficulté psychologique réelle. Ainsi, vivre dans l'espace est autant un défi humain qu'un défi technique. L'espace agit sur le corps comme un environnement qui déconditionne l'organisme terrestre. Il fait fondre les muscles, fragilise les os, modifie la circulation, trouble la vision et impose une adaptation permanente. En 1997, un vaisseau de ravitaillement Progress percute la station Mir. Le module Spectre est perforé, l'air s'échappe, l'équipage frôle la mort et doit couper les câbles à la hâte pour isoler le module. Aujourd'hui, dans la géopolitique impliquant la guerre en Ukraine, on constate le brisement des relations entre la NASA et Roscosmos. La Russie a annoncé vouloir quitter l'ISS après 2024 pour construire sa propre station, tandis que la Chine a déjà bâti la sienne nommée Tiangong. La station spatiale est redevenue un outil de soft power et de tension technocratique. Les chiffres est vertigineux. L'ISS a coûté au total plus de 150 milliards de dollars. Chaque année, la NASA dépense environ 3 à 4 milliards de dollars rien que pour l'entretenir. Le coût et le budget du projet est le plus cher de l'histoire. De nombreux économistes et physiciens, comme le prix Nobel de physique Steven Weinberg, ont vivement critiqué ce budget. Weinberg affirmait que la recherche scientifique faite sur l'ISS ne justifiait pas son coût astronomique et que des robots non habités auraient pu faire le même travail pour un dixième du prix. Pourtant, les retombées touchent déjà notre quotidien. Les grands penseurs et savants, comme Carl Sagan dans sa pensée a dit « L'exploration est dans notre nature, un enchaînement de désirs et d'ambitions se trouvant en chacun de nous. » Neil deGrasse Tyson dans sa propre philosophie a dit « Sans investissements ambitieux, les sociétés cessent d'inspirer leurs générations futures. » Wernher von Braun, le grand penseur, dirait à son tour « Je considère l'espace comme la prochaine frontière humaine. » Albert Einstein lui disait que l'imagination est plus importante que la connaissance en soi. Les idées de ces grands penseurs sur la façon de réfléchir a évolué notre façon de voir l'avenir. Cela a évolué la recherche sur les os, la compréhension des muscles et les nouvelles technologies médicales. La recherche technologique sur cette action ambitieuse a permis la miniaturisation des matériaux avancés, la communication et la technologie de pointe. La recherche environnementale a permis l'observation climatique, le suivi des océans et prévoir des catastrophes naturelles qui peuvent surgir. Du moins, c'est ce qu'ils nous disent. La purification de l'eau par les systèmes de recyclage de l'urine développés pour l'ISS sont aujourd'hui utilisés dans les villages isolés d'Afrique ou d'Asie pour fournir de l'eau potable. La lutte contre l'ostéoporose en étudiant la perte osseuse ultra rapide, des astronautes, les biologistes ont découvert des traitements révolutionnaires pour les personnes âgées sur Terre.
Les bras robotiques comme celui du Canada, la station spatiale a inspiré des robots chirurgicaux capables d'opérer des tumeurs au cerveau autrefois inopérables. Les attentes et le futur. L'IS va être désorbitée et détruite dans l'océan vers 2030. Et la suite sera pour des stations privées pour les industries. La prochaine grande attente technocratique est la station en orbite autour de la Lune. Un projet de la NASA et de ses partenaires, qui servira de passerelle pour envoyer des humains sur Mars. Ça, c'est du moins ce qu'ils affirment, mais à quel prix? La notion d'espérance. Au-delà des budgets et de la géopolitique, la station spatiale incarne l'espérance philosophique de l'espace. Elle est la preuve que des nations autrefois ennemies peuvent s'entendre pour accomplir l'impossible. Le célèbre astronome et physicien Carl Sagan parlait du point bleu pâle. Vu depuis l'espace, notre monde n'a pas de frontières. Les technocrates voient la station comme une machine, les physiciens comme un laboratoire, mais pour l'humanité, elle reste un phare d'espérance, le symbole que notre destin n'est pas de mourir sur notre planète berceau, mais de voyager parmi les étoiles. La question qui revient toujours en est pourquoi dépenser autant de budget astronomique? La Station spatiale internationale est souvent estimée comme l'un des projets scientifiques les plus coûteux jamais réalisés par l'homme. Les critiques s'opposent toujours. Pourquoi aller dans l'espace alors qu'il existe pauvreté et crise sur Terre? Peut-être que les stations spatiales ne sont pas seulement construites pour atteindre les étoiles. Peut-être sont-elles construites pour nous rappeler que nous sommes réellement une espèce fragile, curieuse et obstinée, qui refuse de renoncer à l'espoir peu importe le prix à payer. Car avant de conquérir l'univers, l'humanité cherche peut-être une réponse plus profonde, comprendre sa propre place dans l'infini. Et vous, pensez-vous que les stations spatiales valent leur coût? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine.